Bonjour Luc, Bonjour, et merci d'avoir accepté cette invitation pour les 108 empreintes et la cause avec plaisir. Vanoisana. Voilà. Peut-être juste avant de démarrer sur un sujet qui, je sais, te tient à cœur, l'audace, euh, pourquoi as-tu dit oui à ce projet? J'ai dit oui parce que j'ai croisé votre chemin à une époque, il y a longtemps, et comme vous m'aviez séduit en quelque sorte, votre vie, toi et ta compagne, je Oui, oui, suppose, oui. hein, c'est bien ça. Et je me suis dit, il ne peut venir que du bon de ces gens-là. Donc j'ai Merci. regardé un peu le projet. Et puis j'avoue n'avoir pas tout compris parce qu'il est complexe, ce Oui, projet. Il oui, est assez oui. complexe dans son déroulement, dans ses objectifs, Mhm. etc. C'est pluriel. Et donc, j'ai regardé quand même ce projet, et puis à un moment, j'ai lâché, et je me suis dit, bah, j'ai dit oui, en fait. Oui, c'est le mot sacré, hein, oui, Oui, savoir dire oui. On dit souvent, il faut savoir dire non. C'est vrai qu'il faut savoir dire non dans une vie, mais savoir dire oui, c'est aussi extrêmement important. Oui à ce qui nous arrive, oui à ce qui vient à nous. Qu'est-ce que l'on fait de ce qui vient à oui, nous? oui. Oui, oui. Ce mot de trois lettres qu'il faut se passer, quoi, les uns les autres, oui. Oui, tout à fait. Et le oui sans contraire, le grand, sans Oui, le condition. oui qui contient Oui, le non, oui, en oui, fait. C'est oui, ça. C'est comme le beau contient le beau et le lait. Ça oui, paraît un peu curieux de parler comme ça. Mais le grand oui oui, contient le oui et le non. C'est-à-dire qu'on dit oui aussi à ce qu'on a tendance à refuser, hein. mhm, On dit oui, oui au non. oui, Mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Donc c'est vraiment le grand oui. Accepter ce qui vient à nous. Pour la simple raison que de toute façon, on ne peut rien faire par rapport à ce qui vient à nous. Ce qui vient, ça vient. Voilà. Euh, on peut juste se demander ce que l'on peut changer par rapport à ce qui mhm, vient à nous et le faire, mais ce que l'on ne peut pas changer, ben, on ne peut pas le changer, donc on doit l'accepter. oui, C'est là oui, que le oui intervient. oui. Ce que je viens de dire, c'est une déclinaison d'un texte de Marc Aurèle que je trouve Ah, extrêmement important, qui dit donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne mhm, puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la oui, différence. oui, Et pour moi, ce texte, c'est le texte basique, essentiel, qui peut nous sortir de tous les travers. À un moment, quand dans nos vies, on se retrouve sans outils, sans savoir quoi faire, là où on ne sait plus où on en est, on ne sait plus. Ce texte contient la solution. Je l'affirme, ce texte contient toujours la solution, car si l'on reste dans le problème, c'est qu'il y a confusion entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas oui, faire. oui, Et si l'on reste dans ce que l'on ne peut pas faire, comme comment dire, en se disant mais pourquoi je ne peux pas oui, bouger, oui, pourquoi je ne voilà, faire ce que l'on peut faire pour changer la situation et accepter ce que l'on ne peut oui, pas oui, faire, oui, voilà. Et oui. je redis, c'est quand il y a confusion entre les deux que le problème subsiste. C'est déjà une grande leçon. Je ne sais pas, Et mais alors, c'est une leçon, oui, en tout cas que oui, moi oui, j'ai oui. apprise. Alors, continuons sur le mot oui. Dans le mot oui, j'entends dans ce que tu dis aussi déjà l'audace qui est là. Alors, l'audace qui va être le cœur un petit peu de. C'est une grande Ouais, audace de ouais, savoir dire oui ouais. à nos non, de savoir dire oui à ce que l'on a tendance à refuser. Ah non, pas ça, qu'on dit pour ça, ah non, pas ça, non, pas ça, je ne veux pas ça, etc. Mais quand on arrive au monde, on ne sait pas si on va être heureux. Mhm, On ne sait pas, ça c'est à nous de le construire. ouais, Mais ce que l'on sait, c'est qu'on va traverser des épreuves. mhm, Dès les premiers jours, on le sait. On va perdre des amis, on va perdre des gens de sa famille, on va avoir des épreuves, il va y avoir la maladie qui va rôder en nous, autour de nous. mhm, Et voilà, donc ça, on le sait. Dès le début, on devrait mhm, pouvoir dire oui à tout ça. Et c'est la première audace, c'est l'audace au début de la vie, de pouvoir dire oui au contraire, à ce qui apparemment sont des contraires. Et la- 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 l'objectif d'une vie, je pourrais dire ça comme ça, l'objectif d'une vie, c'est l'unité, c'est unir les contraires, le beau, le laid,
le grand, le petit, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est dans cette union-là que la sérénité peut apparaître. Je ne sais plus très bien quelle était la question. C'est que dans le oui contient cette audace. Dire oui, c'est déjà être audacieux. Oui, voilà, c'est donc... oser. Oui, absolument, c'est sortir de ce que l'on sait faire, de sa zone de confort, comme on dit souvent, oui. C'est ça. Si l'on reste dans le connu, si l'on reste dans le tiède, je vais dire, il ne peut y avoir aucune possibilité de changement. On est d'accord. C'est merveilleux une vie où il ne se passe rien, mais c'est aussi d'une tristesse pas possible, quoi. C'est dramatique. Hein. Et donc le changement ne peut arriver que par les contraintes, par les épreuves, par une rencontre inattendue, par exemple, donc par des événements qui nous sortent du ronronnement. Hein. Et l'audace, c'est de dire oui. C'est de saisir ces opportunités. Car on a des milliers d'opportunités dans nos vies qui se présentent et on n'en saisit que quelques-unes. Or, si les opportunités positives que l'on ne saisit pas sont inscrites en nous comme des blessures, vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que après, on se retourne et on a des regrets, des remords. Et c'est une véritable névralgie, ça. Les regrets, les remords, c'est des sangsues qui se collent au présent, qui tirent la meilleure sève du présent, parce qu'on est nostalgique de ne pas avoir fait. On a du mal à se l'avouer, mais c'est l'un des pires regrets, cela, de ne pas avoir fait. On sentait bien que ceci pouvait être la direction, mais la peur était là, et la peur nous a empêchés d'aller voir. Et l'audace, c'est marcher sur sa peur. Ce n'est pas faire des grands sauts. Je ne dis pas... Enfin, il existe une phrase, saute et le parachute apparaîtra. Oui, tout à fait. Bon, je ne dis pas encore que sauter, ça peut être un petit saut, mais je pense que la technique des petits pas dans l'audace est la meilleure des techniques. Parce qu'elle ôte la peur, déjà. Alors, avoir de la peur, évidemment, tout le monde a de la peur. Ce qui est important, c'est d'être libre de la peur. On ne peut pas être sans peur, mais libre de la peur, probablement. On peut lui faire face. Et donc, on peut marcher sur sa peur. Un pas à la fois, on peut aller hors de sa zone de confort, hors de ce que l'on sait faire, et découvrir d'autres paysages. Parce que l'on vit, je dis découvrir l'autre paysage, en fait, on vit comme dans une ville fortifiée, chacun. On est dans nos bastions. Hein. C'est formidable, les bastions, c'est formidable, les villes fortifiées, parce qu'on se protège de l'extérieur. Mais alors, on n'en connaît rien. C'est ça, le problème. Donc, il faut baisser nos fortifications et aller un pas à l'extérieur à la fois et découvrir que de l'autre côté de ce bastion, de ces remparts que l'on a mis soi-même autour de nous comme une deuxième peau, que l'on s'est mis ou que l'on nous a mis et que l'on a accepté que l'on nous mette. Enfin, tout ça est très compliqué, évidemment. Mais de l'autre côté de ces bastions et de cette fortification, il y a des vies, mais des multiples vies, alors qu'il n'y en a qu'une dans cette ville fortifiée que l'on a créée, pour se protéger, peut-être. Mais en se protégeant, on ne connaît rien de nouveau. Le renouveau ne peut venir que du risque, un risque mesuré. Ça, certes, je ne conseillerais jamais à quiconque de faire des gestes trop forts pour changer. C'est pas comme ça, parce qu'alors là, c'est trop passionnel, c'est trop dur vis-à-vis de soi. Mais conseiller d'aller un pas à la fois à l'extérieur de ce que l'on sait faire. L'enfer, c'est de faire toujours plus la même chose. Et ça, c'est une phrase que l'on peut méditer. L'enfer, c'est de faire toujours plus la même chose. C'est terrible. On se lève le matin, on mange ça, on fait ci la journée, le soir, on regarde la télé jusqu'à telle heure, telle émission, machin. Et l'enfer, c'est de faire toujours plus la même chose. Et mettre un petit grain de sable là-dedans, eh bien, c'est aller à la découverte de vies multiples et
de ces vies multiples, faire une vie. Oui, Les rassembler dans une vie, l'unité. Tu disais en préparant la conférence que l'audace permet de vivre plusieurs vies en une. Oui, c'est ça. Moi, si je me retourne dans mon passé, brièvement, parce que je n'y passe pas ma vie, je passe ma vie dans le présent. Quand on me demande est-ce que tu sais s'il y a une vie après la mort, je dis souvent, en tout cas, je sais qu'il y en a une avant, et que c'est maintenant, et qu'il faut la vivre. Il y a intérêt à la vivre, c'est maintenant. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans, puis j'étais conservateur de musée pendant 10 ans, puis j'ai tenu une agence de publicité pendant 10 ans. Enfin, à peu près des séquences comme ça d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture et à la pratique d'un art qui est la calligraphie, que je mêle à la peinture d'ailleurs, et aux arts graphiques. Voilà. Super, super. Alors, quand on parle justement de l'audace, tu as parlé aussi d'un des freins à l'audace, c'est la peur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre frein à l'audace? Il y en a il y en a de multiples. Hein. Il faut arriver à refaire sa propre éducation pour se libérer de tous ces freins, en fait. Parce qu'on ne sait pas qu'on sait. On ne sait pas qu'on sait qu'on peut sortir de ça, tellement on est encapsulé dans les messages que l'on nous a donnés, ou bien ceux que l'on a construits pour se défendre d'un monde parfois qui était hostile, où l'on a cru à une époque de notre vie que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et on ne remet plus jamais ça en question. Donc les freins à l'audace, évidemment, il y a la peur. Hein. Celui qui a peur meurt tous les jours, celui qui n'a pas peur ne meurt qu'une seule fois. Et essayer de vaincre sa peur par la technique des petits pas, comme je le disais là. Et puis, il y a aussi ce que l'on peut appeler le mental, que je différencie de la réflexion, moi, parce que la réflexion, c'est une pensée voulue, alors que le mental, c'est une pensée presque involontaire. On a tous en nous parfois des pensées qui viennent et on se dit mais ça suffit maintenant quoi. Bon, hop, je ferme. Et 3 minutes après, on se surprend à se retrouver encore dans le bain de ces pensées-là. Des obsessions, l'obsession du mental qui tourne comme les pales d'un ventilateur à l'intérieur de nous, comme ça. Et même si on débranche, ça continue encore. C'est absolument, c'est ça que je vais appeler le mental. Et donc c'est des phrases que l'on a construites en nous, des voix en nous. Et l'important alors à ce moment-là, c'est d'être un témoin de soi-même, d'apprendre à être le témoin de ce qui se passe en nous, de ne pas en être le sujet seulement et d'apprendre à être un peu le spectateur. Donc d'isoler ces pensées-là. Et quand je donne des stages de dessin ou de calligraphie, un des premiers exercices que je fais, j'apporte une belle sculpture, celle-ci là, qui est à côté souvent. J'apporte une sculpture qui est recouverte d'un drap dans un premier temps, et je mets devant chaque élève une feuille de papier qui est scotchée à la table et un tissu par-dessus. Et je demande aux élèves, est-ce que vous êtes d'accord? Car je passe toujours un contrat avec eux, c'est important de passer un contrat. Est-ce que vous êtes d'accord de dessiner 20 minutes sous le drap ce que vous voyez dans cette sculpture-là? J'attends que les gens me disent oui, parce que c'est important, parce que sinon on fuit vite les exercices et les contraintes, justement, pour retrouver le connu. Parce que les contraintes, ça nous fait dévier, justement, du connu. Hein. Et donc, la contrainte, c'est de dessiner 20 minutes sous le drap en ne perdant jamais de vue l'objet, la sculpture, et sans jamais relever le crayon. Dans le silence complet. Complet, je dis bien, parce que sinon, on a droit à des réflexions tout de suite qui fusent. « Oh ouais, non, mais c'est ridicule, moi je ne sais pas faire ça, moi je ne sais pas dessiner, ça va être horrible. » Déjà, tout le futur dramatique qui arrive. Et donc, je fais cet exercice, et dans le silence complet, les gens dessinent 20 minutes. Et en fait,
par cet exercice, j'essaye de faire expérimenter aux gens et à mes élèves ce que peut être le vrai dessin. C'est-à-dire ne rien interposer entre l'œil et la main, de l'ordre du jugement. Car c'est le jugement qui est une danse de mort qui nous fait dévier de l'inconnu et nous faire revenir sans cesse au connu. Et donc pendant 20 minutes, ils vont se retrouver dans une situation de non-jugement et où le mental n'a pas de place. Parce que qu'est-ce qu'il peut dire à part « c'est ridicule son exercice » et ça peut effectivement tourner. Mais je trouve que cet exercice est assez puissant parce que c'est toujours très intéressant, plus intéressant de ressentir les choses par la pratique que par la théorie. Si je dis aux gens, essayez de ne pas vous juger. Avec ça, c'est une mission impossible, quasiment. Mais si on arrive à faire sentir lors d'un exercice qu'il y a moyen d'être dans l'action sans juger son action, c'est-à-dire de ne pas juger son action en même temps qu'on l'a fait, mais d'éventuellement la juger après, car je pense que l'artiste a un droit de jugement sur son travail, mais après. Jamais avant, jamais pendant, mais après. Car si l'on se juge avant de commencer, par exemple du genre « oui, mais moi je ne sais pas dessiner », c'est fini. Les barrières, le mur s'est encore élevé un peu plus haut. Si pendant que vous agissez, vous vous dites « c'est ridicule, je n'y arriverai pas, etc., je n'y arrive jamais, etc. », pareil. Alors que si l'action se fait sans se juger, que l'on sache dessiner, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire savoir dessiner d'ailleurs, par rapport au dessin académique, par rapport, si vous avez 2 bras, 2 jambes, normalement il n'y a pas de problème pour dessiner. Mais même les yeux ne sont pas nécessaires, la preuve, par cet exercice que je fais. Et j'en reviens donc à cet exercice-là. Les gens découvrent qu'il y a moyen d'agir sans juger en même temps, découvrent leur réalisation, découvrent souvent d'ailleurs des dessins assez incroyables, vraiment incroyables, des choses que l'on ne sait pas faire avec la pensée, justement, mais qu'on sent bien que là, il y a une liberté dans le trait absolument invraisemblable. Et j'ai vu beaucoup de gens là qui tout à coup se fissuraient et qui comprenaient à quel point il s'était interdit des expérimentations, même pas lointaines, proches. C'est ça le pire, proches. Parce que si vous vous dites « Ah, j'aurais aimé jouer du piano comme je ne sais pas quel grand pianiste », c'est très très loin du quotidien. C'est vraiment effectivement très difficile. Mais jouer du piano peut-être un petit peu pour s'accompagner en chantant, c'est peut-être possible, ça. Mais vous pouvez rester dans les regrets et ne pas aller devant le piano, jamais. Et alors que, voilà, agissez et observez après, jugez après si vous voulez garder ou pas garder. Mais agir dans la liberté, dans la spontanéité du geste. C'est ça aussi la calligraphie que je pratique, c'est le geste sans jugement, le geste libre. Essayez de sentir ça. Il y a une pratique dans la calligraphie qui est la calligraphie gestuelle, dans la calligraphie latine, j'entends bien. Je ne pratique pas la calligraphie qui se pratique en Asie, mais bien une calligraphie latine. Il y a là ce qu'on appelle la calligraphie gestuelle. Et là, c'est essayer de découvrir ce que peut être un geste libre. C'est extrêmement difficile, en fait. D'être dans une trouée, comme cela, ni avant, ni après, juste dans le présent, et
de faire le geste en même temps que vous l'imaginez, vous le faites. Les grands artistes arrivent à faire ça. C'est-à-dire qu'ils réalisent exactement ce qu'ils voient. Comme les élèves qui réalisent ce qu'ils voient sous le drap. Voilà, pour cet exercice. Alors, en fait, cet exercice, j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années avec toi, et je confirme, je crois même que j'ai encore le dessin, et si je l'ai, on le mettra en plan de coupe, que effectivement, ce n'était pas un dessin académique du tout, parce que le Grégory de l'époque, s'il laissait aller son mental, il ne sait pas dessiner, hein, c'est ce que le dit le mental, mais pourtant ce dessin était extrêmement vivant. Il y avait une force de vie dans ce dessin qu'il n'y aurait pas pu avoir si j'avais dessiné en regardant et en essayant de bien faire les choses. Et je me rends compte avec le recul, si je repense ici au projet et à l'événement des 108 empreintes de Bano Hassana, c'est que ce que tu viens de dire là au niveau de l'art, en fait, ça se transpose vraiment dans la vie, parce que ce projet, il est né un 13 novembre et il n'y a pas eu de jugement sur l'idée et on s'est mis dans l'action et voilà, et l'action coule et on fait les choses et puis quand elles sont faites, on les regarde, on regarde ce qu'on peut améliorer ou pas, comment se repositionner, et puis on continue, on refait, c'est un flux. Oui. Combien d'actions sont commencées ou même réalisées avec des noms dedans? Ça ne peut pas être déployé alors à ce moment-là, évidemment. C'est pour ça qu'il faut agir et puis regarder après. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut agir et faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça. Mais à partir du moment où l'on a décidé de le faire, c'est ça. À partir du moment où on a décidé de le faire, voilà. Il y a beaucoup de projets effectivement qui avortent, des gens qui ont envie de lancer quelque chose et qui commencent à se lancer, et puis comme tu dis, il y a les noms qui arrivent, le jugement, et puis le projet qui capote en cours de route. Alors là, on peut parler de l'audace et des freins à l'audace, le jugement, effectivement, le jugement et la peur, je crois que c'est vraiment les deux gros freins. Et tu avais une parole qui était de faire de sa vie une œuvre d'art et de décloisonner aussi l'art de la vie. Je sais que tu as écrit ça dans ton dernier livre. Tu peux un peu parler de cette relation entre la vie et l'œuvre d'art? Ça part d'une réflexion que j'ai eue sur les chemins que l'on emprunte. Et j'ai trouvé 4 directions. L'art, la foi, l'amour et l'action dans le monde. Votre projet, c'est typiquement l'action dans le monde. Mais s'il ne porte que l'action dans le monde, s'il n'est que dirigé vers ça, s'il ne contient pas les autres composantes, c'est un idéal. Et dans les idéaux, on se perd, on se fatigue, on s'épuise et on fait plus de mal que de bien, je dirais presque même. Et donc une vie réussie, pour moi, c'est une vie qui prend en compte ces 4 composantes, qui ne fonce pas dans la fascination d'une seule. On pourrait prendre la foi. Alors moi, je parle de foi en la vie, hein, je ne parle pas de la foi religieuse. Mais si l'on prend la foi religieuse, combien de gens rentrent dans cette foi religieuse par dépit, parce que justement ils ont peur de vivre ailleurs. Et combien alors de prédicateurs deviennent des prédateurs, en fait. On le voit aujourd'hui, ça. Hein. Des vies unidimensionnelles, comme ça, uniquement dédiées à un seul chemin. C'est pareil pour l'art. C'est pareil pour l'art. On a vu des artistes, les artistes soi-disant maudits, comme on les voit, des Van Gogh, des Munch, etc., qui ont aussi pratiqué leur art avec passion et en oubliant un peu. On a vu comment ça se terminait. Moi, je ne suis pas fasciné par ces vies-là, en tout cas. Par ce qu'ils ont fait, je reprends ces 2 exemples, je parlais de Van Gogh et de Munch, par exemple, ou de Schiele, ou des gens comme ça. Évidemment, j'aime bien ce qu'ils ont fait, et que j'ai l'impression qu'ils ont fait le chemin pour moi.
et que je n'ai plus à refaire cela. Ce sont pour moi des éclaireurs. Ils ont donné leur vie pour ça, et pour me montrer à moi qu'une vie entièrement consacrée à l'art comme une passion, c'est une vie aussi qui mène à la destruction. Et ça, quand on regarde l'histoire de l'art, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est une vie réussie, ça? Pour moi, pas vraiment. Je trouve, non. Une vie réussie, pour moi, c'est une vie qui va prendre en compte ces 4 composantes. Tu peux les répéter pour les spectateurs? L'art, la foi, l'amour et l'action dans le monde. Quelqu'un qui ira dans le domaine de la foi parce qu'il a peur de l'amour, combien d'hommes peut-être vont dans des vies entièrement consacrées à la foi parce qu'ils ont peur de la femme, par exemple. J'ose mettre les pieds dans le plat. Oui, mais on est là pour ça. Voilà. Combien peut-être, combien. Et donc une vie réussie, ce sera une vie qui prendra en compte ces 4 aspects, l'art, la foi, l'amour et l'action dans le monde. L'action dans le monde, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour changer ce monde, qu'est-ce que l'on peut faire pour, autour de soi, surtout autour de soi. Changer le monde, je crois que ça c'est une belle illusion, mais quand on change déjà soi-même, par capillarité, on change beaucoup autour de soi, beaucoup, beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais on sème. En s'aimant, on sème. Voilà, et voilà, si on est bien dans sa vie, on s'aimera mieux chez ses enfants, par exemple. Et donc, toutes ces vies unidimensionnelles, on peut prendre les unes après les autres. Des gens qui consacreront toute leur vie à l'amour, et ça va peut-être aller vers des perversions, en fait, parce que ça ne sera pas soutenu par les autres composantes de la vie. Et que donc, on entre dans des fascinations et qui ont tendance à se... comme une pomme, là, je vais dire, qui ont tendance à se dessécher. Voilà. Ce qui nourrit la vie, c'est toutes les racines de la vie et toutes les composantes de la vie. J'aime bien l'image de fascination, comme on parle souvent d'être fasciné par le mental et par ce questionnement, d'être fasciné par une seule chose, qui empêche effectivement de voir toute la diversité, tous les liens qu'on peut créer. Où l'on s'empêche de voir le reste, parce que personne ne nous oblige à prendre cette direction et une seule direction. Et l'action dans le monde aussi. On en voit combien des personnes qui, par fascination, partent changer le monde. Mais se sont-ils d'abord, eux, questionnés sur eux-mêmes? Ont-ils changé quelque chose dans leur vie pour être à même et se croire capables de pouvoir changer le monde? Belle question. En tout cas, c'est une question que tout le monde peut se poser avant de vouloir avoir un projet, quel qu'il soit. En tout cas, d'abord, l'audace de pouvoir se changer soi. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller changer le monde que de se changer soi. Beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup moins brûlant, au fond, quoi qu'on en pense. Moins impliquant. Moins impliquant, oui. La véritable audace, c'est la première mission, c'est d'abord de retourner le regard vers soi et en soi, d'être le témoin de sa propre vie. Et de regarder les événements qui viennent à nous, un peu comme c'était Arnaud Desjardins qui prenait cet exemple, cette image, et qui disait un peu comme l'écran de cinéma n'est pas affecté par les images que l'on projette sur lui. Et donc regarder un petit peu notre vie, avec de temps en temps faire le point comme ça, et ne pas dire ça c'est pas bon, ça c'est bien, mais regarder tout ce qui vient vers nous et d'en être le témoin. C'est important de temps en temps d'avoir ce point de vue sur notre vie, de s'élever par rapport au labyrinthe de nos vies. C'est d'ailleurs une belle leçon de cette mythologie du labyrinthe où Dédale et Icare se perdent dans le labyrinthe. C'est merveilleux, la symbolique du labyrinthe. Quand on voit le début du chemin, il passe tout près du centre.
Donc dans l'enfance, ouais. on est tout près du centre, Ouais. on est tout près de la lumière, tout près. Et puis on s'en éloigne et on va dans des, des chemins de traverse, on essaye des choses, on fait demi-tour, on part, etc. Et puis ils arrivent au centre, ce Dédale et Icare, mais n'empêche qu'ils sont... Alors ils ont trouvé le centre, mais n'empêche qu'ils sont quand même prisonniers de leur propre labyrinthe, Ouais. puisque c'est Dédale qui a construit le labyrinthe. Donc de la propre construction de sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont construire des ailes et ils vont s'élever. Et il s'agit bien de ça dans une vie, c'est que de temps en temps s'élever pour voir un peu nos vies. Pas être dedans seulement, mais d'être un peu témoin, spectateur un peu de nos vies. Il y a dans ton livre aussi une phrase que j'adore, c'est à force d'être froissé qu'on devient souple. N'est-ce pas à force d'être froissé que l'on deviendra plus souple. C'est une phrase que j'avais écrite dans mon roman, Le Maître de Wara. Oui, c'est ça. C'est toujours difficile de parler du sens des épreuves. Parce que on a toujours l'impression de donner une leçon, et que quand on est dans l'épreuve, c'est difficile d'entendre que peut-être cette épreuve serait un bien pour vous. Oui. C'est insupportable d'entendre ça, et d'ailleurs je ne le dis pas. Moi personnellement, je refuse de dire ça. Ce n'est pas vrai. Mais il n'empêche quand même que bien souvent, après, quand on se retourne, on regarde le passé et on se rend compte que là, dans l'ombre, il y avait la lumière. Et c'est là qu'elle se situait. On en revient à l'audace aussi. C'est que même dans les épreuves, il y a des choses qui se présentent à nous. Est-ce qu'on va les saisir? Est-ce qu'on ne va pas les saisir? Est-ce qu'on va continuer à vivre éternellement avec cette épreuve et le ressentiment de cette épreuve, etc. Donc la lumière, lui, dans l'ombre. Hein. Mais bon, c'est très difficile de dire ça, mais le sens de l'épreuve, il est bien là, c'est nous tirer du connu. C'est nous tirer du connu. Mais aller dire ça à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie qui va peut-être... voilà, dont il ne pourra pas sortir. C'est difficile, c'est très difficile. C'est un chemin intérieur aussi de reconnaître ça. Il y a un mystère dans l'épreuve, c'est ça, surtout. Je déteste que l'on dise que l'épreuve a toujours du sens, Elle nous amène des choses, elle nous permet des choses, mais je ne sais pas si elle a toujours du sens. Parfois c'est un mystère, voilà. C'est un mystère. À nous de le percer. Peut-être, d'avoir l'audace d'aller à sa rencontre aussi. Ben, on ne saura pas toujours pourquoi on a rencontré cette épreuve. On ne saura pas toujours. Moi, j'ai connu très bien Christiane Singer, qui était un écrivain extraordinaire, vraiment une personne magnifique. J'ai eu la chance de la rencontrer beaucoup quand elle venait en Belgique. Je l'accompagnais, par exemple. C'est une chance dans une vie de rencontrer des personnes pareilles. Et elle est décédée d'un cancer. Et ça m'a posé vraiment question, ça, par rapport à justement... Christiane Singer, qui n'est pas n'importe qui. Oui, voilà. Sagesse, pourquoi ce cancer? Pourquoi? Et j'ai cessé de me poser la question du pourquoi. Et je me suis dit, il y a un mystère là derrière. Je ne le sais pas. Et je ne le saurai, je crois, jamais. Je ne cherche pas à donner du sens à toutes les épreuves. Mais je pense que toutes les épreuves nous donne après quelque chose. C'est beau. Donc, quand je t'entends, en fait, c'est vraiment un hymne à aller vers l'inconnu. Oser l'inconnu. Voilà, oser l'inconnu, un pas à la fois. Hein, je le redis, comme je le disais tout à l'heure, oser l'inconnu, ne pas se faire peur en plus de la peur, en faisant de trop grands pas. Ben oui, bien sûr, c'est ça, quoi. La peur suffit. La peur de la peur, c'est vraiment, c'est pas nécessaire. La peur en plus de la peur. Donc, un pas à la fois.
aller vers l'inconnu. Voilà, et puis voir ce que l'on en fait, garder, pas garder. Voilà. Se poser la question à chaque fois que l'on se dit « Oh, j'aurais bien aimé faire ça, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que je peux faire un pas là, dans cette direction ?» Je ne saurais jamais jouer du piano comme jouait, je ne sais pas quel pianiste, virtuose. Mais est-ce que je peux aller voir ça? Ou bien est-ce que je vais le porter comme un regret toute ma vie? Parce que peut-être que je vais jouer 1 heure de piano comme ça, et avec un prof et tout, et je me dirais, mais c'est vraiment pas pour moi ce truc-là. J'ai pas envie de me taper d'abord des années, voilà, c'est tout. Mais allez voir avant de dire non. Oui. Comment est-ce que l'on peut dire non à des choses alors qu'on ne les a pas expérimentées? Oui. Ça n'a pas de sens. Alors c'est pour le coup qu'on reste avec une toute petite vie, hein, toute petite. Hein. Car quand on regarde nos enfances, par exemple, c'est avec de l'audace, on a beaucoup d'audace quand on est jeune. Hein. Combien de fois, moi, au pied d'un arbre, je voyais mes enfants en l'air, là, à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, et que je ne disais rien. Mais j'avais peur un peu. Et parfois, je leur disais, peut-être un petit peu plus bas quand même, là. Et regarde cette branche, elle m'a l'air plus solide que l'autre. Mais qu'est-ce que j'aurais pu leur couper les ailes si dès 1 mètre, je leur avais dit, ah non, tu descends de là et tu ne montes pas là-bas, au-dessus. Une prise de risque. Alors, la prise de risque aussi, comme père, j'ai pris aussi un risque. Mais pas un risque inconsidéré de sauter du haut de la tour Eiffel pour voir si ça fait mal en bas, quoi. Hein. Mais voilà, des petits risques. Et en tant que pédagogue, c'est amener aussi les gens vers ça, à prendre des petits risques, des risques mesurés, mais des risques. Comme la proposition qu'on a dans cet événement d'oser quelque chose de neuf dans sa vie, d'oser mettre en place un tout petit projet, quel qu'il soit, mais de sortir de ce connu. Oui, absolument. Et alors pour sortir du connu aussi, il y a tout ce que l'on pourrait appeler les hasards qui se présentent dans nos vies, les synchronicités, comme disait Jung. Donc ces choses qui apparemment arrivent dans nos vies comme des hasards, mais on ne sait pas trop si c'est des hasards, tellement c'est troublant parfois. Et ça, saisir ces moments-là, voir un peu quel sens ils portent justement, ça, parce que c'est souvent troublant. Hein. Ces choses qui arrivent dans nos vies et qu'on se dit, tiens, c'est bizarre ça. Trop bizarre, c'est quelque chose à saisir souvent. Est-ce que tu aurais Il y a même un terme, la sérempidité, c'est tirer parti de ce qui arrive suite à des actions que l'on mène, mais qui amènent à autre chose, à quoi on ne s'attendait pas. Tout à fait. Voilà. On voulait faire telle action pour arriver là, et on fait l'action et on arrive là. Oh ça alors. Et alors tirer parti de cela. Et donc les grands créatifs, c'est cela évidemment. Hein. Ils sont là-dedans, dans la sérempidité. J'espère que je ne me trompe pas sur le terme, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ils tirent parti des événements qu'ils n'avaient pas prévus. Et c'est là, ça c'est tirer aussi du connu. Si on saisit ces moments-là, évidemment, on va vers l'inconnu. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une phrase d'un philosophe qui disait, mais en fait, la vie, elle t'attend, quand tu as fait des plans, elle t'attend là, entre les actions que tu as prévues, quoi. C'est là qu'est la vie, quoi. Et effectivement, c'est un peu dans ce que tu dis, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on apprend à tisser et peut-être faire une œuvre d'art de sa vie, quand on accueille le fait que, tiens, je voulais être là et je me retrouve là. Ah ok, c'est ok, je démarre de là, quoi. Une vie réussie, c'est une vie créative, évidemment, hein, nécessairement. Hein, ça ne peut pas être une vie de charentaise seulement, quoi. Hein. C'est tirer parti, de tout ce qui se présente, de prendre et de ne pas prendre, mais d'avoir tendance quand même à plus accepter qu'à refuser, parce que ce serait mauvais signe. De constater qu'on a tendance à beaucoup refuser et à très peu accepter. Ça voudrait dire peut-être qu'on a tendance à vouloir justement rester un peu dans le connu et vraiment pas aller trop à l'extérieur, quoi. Et donc, une vie réussie, c'est une vie qui a été modelée, peinte
sculptée, poncée comme une œuvre d'art. C'est beau, une vie. C'est beau. Ouais, Oui. c'est beau, Oui. c'est beau, une vie. À ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a en tout cas moyen de croire en la vie. C'est un Dieu suffisant, hein, la vie, la force de vie. Quand on s'interroge sur l'infiniment petit de la vie ou l'infiniment grand de la vie, on s'y perd. C'est comme un koan japonais. On peut être ébloui à ces moments-là, si on rentre vraiment là-dedans, dans cette merveille, dans l'émerveillement. L'émerveillement, c'est regarder les choses comme si on les regardait pour la première fois, comme l'enfant le fait. Hein. L'enfant, il ne va pas discriminer un pigeon mort sur la chaussée écrasé et puis, je ne sais pas, un arc-en-ciel. Il va regarder les deux de la même manière, en fait, avec le même étonnement. Il ne va pas se dire « Ah, quelle horreur ça !» et « Oh, quelle merveille ça !» Il va tout prendre avec le même regard d'émerveillement. Tout va être merveilleux, le beau, le laid, ce que l'on appelle le beau et le laid. Il va tout prendre et en faire le beau, qui contient le beau et le laid. Le oui et le non, tout ça. Il ne dit pas non au pigeon, il ne dit pas oui à l'arc-en-ciel. Il dit oui aux deux, au non et au oui. On revient un peu au début de cela. Clôture, en fait. Voilà, mais l'émerveillement, ça c'est vraiment un mot important, avec l'audace et l'émerveillement. Regarder les choses souvent comme si on les regardait pour la première fois. On pourrait faire ça comme exercice de temps en temps. Autour de nous, déjà en regardant les gens qui sont autour de nous et les regarder d'une manière neuve, avec un regard nouveau. Et oublier tout ce que l'on croit savoir des autres, alors que des autres on ne sait rien, mais absolument rien. La représentation on croit savoir quelque chose, mais on ne sait absolument rien. C'est insondable l'autre, c'est un continent, c'est impossible de savoir ce qu'il est vraiment. On ne peut avoir que vraiment quelques approximations, et ces approximations, à coup sûr, elles sont fausses. Et comme je dis parfois, et quand on croit savoir ce que l'autre pense, alors là, on se trompe complètement. Et je dis souvent aux gens, il faut arrêter de penser que les autres pensent. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas trop te tromper. Mais c'est juste, il faut arrêter de penser que les autres pensent. Comme ça, on est plus dans la vérité. En tout cas, c'est un bel exercice pour clôturer, que chacun peut faire là, maintenant, tout de suite, de regarder la personne avec qui il est. Toutes les grandes conversions commencent par une conversion du regard. Toutes les conversions. Il y a un moment où on regarde les choses différemment et « Ah mince, ah bon, c'était ça, quoi. » Alors ça peut être la nature, nos enfants, notre compagne, nos amis, des choses dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais toutes les grandes conversions commencent par une conversion du regard. Le regard, c'est vraiment important. Les yeux sont la lampe du corps, et c'est vrai, c'est le regard. C'est le regard qui est sans jugement aussi. C'est regarder un objet, quelqu'un, et ne pas le regarder en se disant « Oh, celle-ci, elle doit être comme ci, comme ça, celui-là, il doit être comme ci, comme ça. Tiens, lui, peut-être. » Un regard neutre, quoi. Alors, de temps en temps, c'est difficile de débrancher le ventilateur dont on parlait tout à l'heure. Mais on peut consciemment faire cet exercice de temps en temps. Avoir une pensée. C'est la différence entre la réflexion et le mental que je faisais tout à l'heure. Une réflexion, c'est une pensée voulue, consciente. Je vais avoir un regard neutre pendant quelques secondes sur cette personne. Ça, on sait le faire. Le mental, c'est celui qui, à l'intérieur, dit « Oh là là, celui-là, il est nul, t'as vu sa tronche, etc., etc. Et pourquoi il fait ci, et pourquoi il fait ça ?» Un regard d'émerveillement. Le regard du petit enfant et l'audace, le regard et l'audace du petit enfant. Le regard du petit enfant avec l'adulte. Parce que le regard de l'enfant, si c'est l'adulte qui regarde avec l'enfant,
ça risque d'aller vers l'infantilisme. Mhm. Et ça, c'est plutôt... comment dire, l'infantilisme, ce n'est pas l'adulte accompli. L'adulte accompli, c'est l'adulte avec les yeux de l'enfant. Ça, c'est l'adulte pour moi, accompli. Et qui a mené sa vie comme une œuvre d'art et dans toutes les directions, à savoir l'art, la foi, l'amour et l'action dans le monde. Et d'essayer de temps en temps de mener un peu dans toutes ces voies quelques projets. Et quand on ne se sent pas bien, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, se demander où on est dans cette étoile, dans ces 4 points cardinaux. On peut en rajouter, hein, peut-être que d'autres personnes en rajouteront, mais où se situe-t-on? On n'est sans doute pas au centre, c'est qu'on est parti dans une direction au mépris des autres. Merci Luc Voilà. pour ce beau Merci. message. Merci.